Cet hiver a pris fin ce qui était devenu une institution du sport auto en France, le Trophée Andros. Cette fin était en réalité programmée depuis plusieurs années, alors je vous emmène découvrir d'où vient ce défi un peu fou dans un autoculteur hommage. Et si vous permettez, j'enlève tout ça parce qu'en fait je crève de chaud, je suis pas du tout en extérieur, je suis chez moi, vous vous en doutiez. Comme tout le temps, on s'en doute, il y a eu des pionniers à peu près dès l'invention de l'automobile au 19e siècle, mais c'est surtout dans les années 1960 et 70 que les courses sur glace ont pris un essor formidable jusqu'à exister sous forme de 2 championnats internationaux. Le North American Ice Racing Championship et son équivalent européen, lui aussi avec un titre en anglais que je vous épargne. On pourrait aussi parler de certaines courses comme le rallye des forêts du Nord en Russie ou l'Ice Marathon en Italie, qui ne se déroulaient pas sur circuit, sur des routes parfaitement verglacées. Ce sont des épiphénomènes, des courses ponctuelles et pas des championnats en plusieurs épreuves, mais cela partait à peu près du même esprit. Et ce mouvement a eu le même élan pour les motos à peu près à la même période. Pour les voitures, c'est bien la France qui fait figure de grande nation avec les 24 heures de Chamonix, qui se sont courues à Chamonix, tiens donc, de 1970 à 2004, ainsi que le Trophée Andros, le sujet du jour, depuis 1990 jusqu'à cette année. Les 24 heures de Chamonix, vous les avez certainement oubliées, ou peut-être même pas connues si vous êtes jeune, mais elles avaient une réputation qui attirait les champions du monde entier, en faisant la 4e course automobile de France en termes de notoriété internationale, après évidemment les 24 heures du Mans, le Grand Prix de Formule 1 et le rallye de Monte-Carlo. Ouais, Monte-Carlo, pour moi, c'est en France. Si dans les années 70, c'était d'abord des voitures de rallycross qui s'y risquaient, il y aura dans les années 80 un glissement avec l'arrivée des anciennes groupes 4, puis des groupes B qui elles-mêmes étaient reconverties au rallycross, puis enfin des voitures dédiées à partir de Pistard et enfin totalement spécifiques. À l'Andros, il y a eu des Mercedes, les mêmes que dans Taxi. Oh, vous prenez un peu à froid, là, hein? Voilà. Mais si. Pas grise ni rouge. Le championnat se déroulait initialement sur 4 circuits, puis est allé voir à l'étranger avec le Canada, qui tentait de relancer les courses de 24 heures sur glace après l'arrêt de celle de Chamonix, et même au Stade de France pour la super finale de quelques éditions. Il n'y a rien qui bouge. Oh là là, c'est vraiment... Et non, je ne compte pas Andorre comme étant un pays étranger. Les premiers vainqueurs sont Éric Carpin sur 205 Turbo 16, puis Maurice Choma sur AX Sport, Danny Snebeck sur la fameuse Merco 190 que j'ai évoquée, François Chauche sur Mega, vous savez, les voiturettes sans permis qui ont aussi sorti la légendaire Megatrack, François Chatriot sur Opel et Yvan Muller, détenteur du record avec 10 titres, dont 7 consécutifs. Alain Prost l'a emporté 3 fois, dont une fois sur Dacia Logi. Olivier Panis, Romain Grosjean et quelques autres noms de la F1 y ont pris part. Sébastien Loeb. Et puis les stars, Elodie Gossuin, Stéphane Peterhansel ou Luc Alphand qui y ont fait leur première course sur 4 roues. Jean-Pierre Pernaut, Fabien Barthez, Thomas Sisler, Renaud Avignani, Estelle Billard, Lagaffe, même Pokora, etc. Depuis l'an dernier, on a repris l'idée de faire courir des personnalités sur les voitures de la classe inférieure. Pour attirer les jeunes, on a délaissé les célébrités de la presse people, elles-mêmes franchement moins intéressées par le sport auto que par le passé, et on a invité des youtubeurs, La Boiserie, Le Bouzeux, Romain Monti, Étienne Moustache, Lévi Broquin, Soso Manès, Anna Honner, Tom Avila, etc. Un rappel, peut-être, de la Nissan Micra Cup des années 90, et peut-être une ouverture, si Squeezie décidait de lancer un Nice GP Explorer. Ouah, faudrait trouver un circuit de glace assez grand pour accueillir tous les fans, il ne doit pas y en avoir beaucoup. En 1996, j'ai vécu l'apparition d'une version moto, ce qui m'enchantait puisque les courses sur glace étaient une institution encore plus forte chez les motards, avec les 350 cm3 de temps de la marque tchèque Java qui ne laissait que des miettes aux autres constructeurs, y compris sur les pistes nord-américaines, c'est pour dire. J'ai été un peu déçu en voyant qu'ils avaient préféré mettre des pneus clous sur des motocross. Cela suit une logique commerciale évidente. Pour attirer des équipes soutenues par des constructeurs, il faut qu'ils puissent vendre un ersatz de la moto qui a gagné. Et d'un point de vue organisation sportive, à l'image du trophée auto qui s'était développé comme une épreuve de rallycross, mais sur glace, la version de roue reprenait des véhicules connus et utilisés en compétition en France,
ce qui n'était pas le cas des bolides de dirt track utilisés en Europe de l'Est ou en Amérique du Nord. Je suis allé à l'Andros cette année le vendredi. Les motos ne courent que le samedi. Donc pas de vidéo d'illustration. Il y a eu un trophée féminin qui récompensait la femme la mieux classée dans le classement à la fin de la saison. J'ai pas grand-chose d'autre à en raconter parce qu'il n'y avait pas beaucoup de compétitrices. Il n'était pas décerné si aucune femme n'avait fait toute la saison, donc il n'a pas été attribué souvent. Pour l'anecdote, Michèle Mouton a été la première à le remporter. Je sais pas s'il y a eu une autre femme à faire toutes les courses cette année-là. J'imagine qu'il y avait une intention de développer le sport auto féminin. On peut pas dire que cette expérience a été réussie. Il y a quelques pilotes qui y ont pris part, encore cette année, Margot Lafitte, Cindy Gudet pour les plus connus, mais ça n'a pas vraiment fait effet boule de neige. En 2006, l'Andros électrique ouvre la voie aux énergies à la mode avec une formule monotype de sprint car, des petits buggy de cross pas chers, fournis par Hexagone, ceux qui nous promettaient une super GT toute électrique avant de se la faire shipper pour un concept Citroën resté sans lendemain, et j'avoue ne pas avoir cherché à savoir ce qu'ils faisaient d'autre. C'est toujours Hexagone qui a fourni la partie technique des voitures que vous avez pu voir tourner cette année encore. Le buggy évolue avec un semblant de carrosserie presque de voiturette sportive, toujours de roues motrices et de roues directrices, capable de gagner devant ses équivalentes thermiques. Puis le principe est adopté sur les catégories Star à 4 roues motrices et directrices en 2019. Avoir commencé les courses si tôt avec le sprint car permet au trophée de prétendre être la première compétition 100% électrique au monde, puisque la Formule E n'a vu le jour qu'au début des années 2010, puis le WRX ou le TCR sont arrivés bien plus tard. Mais je trouve que ça allait un peu vite en besogne parce que le championnat n'est devenu 100% électrique que tardivement en 2019, que l'organisation roule toujours à l'huile lourde, donc ils sont pas 100% électriques à proprement parler. Et puis, avant ça, il y a eu le World Solar Challenge qui vise à traverser l'Australie le plus rapidement possible avec un véhicule alimenté par l'énergie solaire, donc par l'électricité, depuis les années 80. Vous m'objecterez que ce n'est pas une compétition professionnelle puisqu'elle est destinée aux étudiants ingénieurs. À quoi je répondrai que le Prince Albert et l'Automobile Club de Monaco avaient lancé dès les années 90 un rallye destiné à promouvoir les voitures électriques qui a depuis changé de nom et d'envergure, mais qui voit toujours des voitures de série engagées par leurs constructeurs, donc des équipes professionnelles, s'affronter sur des routes où pourrait passer le vrai Monte-Carlo. Et ne venez pas me remoutler que ce sont souvent des SUV qui ont gagné. Vous avez vu la silhouette de l'Androsport, c'est clairement un Renault Captur qui a servi de base. L'Androscar, le buggy carrossé, propose 90 kW de puissance, un truc comme 100 et quelques bourrins vapeur, pour 800 kg, c'est déjà pas si mal. L'Androsport, forcément 4 roues motrices et directrices, plus grosse, plus grande, pèse un peu plus d'une tonne, mais bénéficie de 250 kW de puissance, un équivalent de 350 chevaux. Soit un rapport poids-puissance 2 fois plus intéressant. Et la présentation de cette nouvelle formule s'était accompagnée de l'annonce par Max Mamers de l'arrêt du trophée après 5 éditions, histoire de laisser la série électrique vivre un cycle complet. On y est. Clap de fin, c'est terminé et c'est triste. Entre-temps, les buggy auront tenté l'expérience sur piste de rallycross pour une version estivale du trophée Andros qui n'a pas du tout rencontré son public, et ils se sont même lancés sur l'asphalte pour un grand prix électrique à Pau. Ça n'a pas bien marché non plus. Globalement, passé l'effet de mode, les compétitions électriques n'attirent pas autant les foules que leur pendant à pétrole. Je reconnais que les sensations ne sont pas les mêmes sans le bruit et les vibrations depuis le bord de piste. Je n'y croyais pas à ce que je viens de dire avant de l'expérimenter justement sur l'Andros. Je pense pas que le trophée ait été pénalisé par cela. Je n'ai pas les statistiques, mais son audience n'était pas énorme non plus avant de perdre le bruit. Et les gens suivent rarement plusieurs étapes. Ils vont une fois voir celle qui se déroule près de chez eux. La compétition électrique concernait tout d'abord les femmes, puis les célébrités qui s'invitaient sur la compétition en 2009 avant de devenir l'attraction principale, offrant un sursis à tout le trophée Andros. Les voitures sont ce qu'on appelle des silhouettes, un châssis tubulaire et une carrosserie, là j'ai pas bien vu, en résine ou en carbone. Le carbone c'est mieux, c'est plus typé compétition, mais ça coûte vachement plus cher. Est-ce qu'il y a besoin de limiter le poids quand on a une formule quasi monotype? Je sais pas. Et ça imite les formes d'une voiture du commerce. D'où un certain manque de diversité. Je prends un exemple simple. Saint-Éloque, qui est une équipe qui vient avec 3 voitures. J'imagine qu'il y a eu un contrat avec Audi à un moment, et donc ils ont fabriqué un moule pour l'A2.
Forcément, quand ils ont 2 autres voitures à faire pour leurs autres pilotes, ils vont pas refaire un moule, donc ils repondent une Audi, puis une autre, même si la dernière ne porte pas la marque aux anneaux en compétition, elle en garde la forme. C'est logique, on va pas réinvestir, surtout dans une série qui est vouée à disparaître. Car je l'ai dit, la fin de l'Andros avait été annoncée, je suis pas assez passionné pour avoir repéré l'info à l'époque, même Max Mamers évoquait les difficultés à conserver de la glace tout un week-end, y compris à plus de 1500 mètres d'altitude, hashtag réchauffement climatique. C'était déjà à cause de l'arrêt des 24 heures de Chamonix à leur époque, puisque les éclaboussures de boue sont vachement moins sexy que celles de neige immaculée, et moi aussi je subis un peu de réchauffement climatique dans mon salon. Max Mamers, c'est le créateur du Trophée Andros. Il était alors pilote professionnel en endurance, en rallycross et en tourisme. Il se noue d'amitié avec Frédéric Gervoson, le fils du fondateur du groupe Andros, confiture, compote, jus de fruits, c'est les marques Bonne Maman et Mamie Nova par exemple. Il est passionné de rugby et de sport auto, oui quand même, vous vous en doutiez. Tous les deux remarquent qu'il n'y a plus de championnat auto durant l'hiver parce que Glagla et oups dis donc, ça glisse vachement dis donc, et lance le Trophée Andros. Voilà, c'est de raconter de manière si facile, vous avez saisi le principal. Le plus drôle, c'est qu'ils sont tous les deux corréziens, pas une région particulièrement réputée pour ses montagnes enneigées. Ils auraient pu pondre une idée totalement différente. Heureusement pour nous, non. Voilà, on a été happés par ces drôles de courses pendant 35 ans. Là, les 24 heures de Chamonix ont joué un rôle primordial puisque Mamers les a courus, sponsorisés par Andros, et c'est là que l'idée est née. Et puisque la fédération de rallycross ne voulait pas s'en occuper, ils s'en sont eux-mêmes chargés. Depuis, Max Mamers Organisation est devenue une grosse boîte, peut-être plus orientée sur la location de véhicules et de matériel que sur l'organisation en elle-même, en dehors des circuits de glace. Les camions régis et les structures du Tour de France, par exemple, je crois bien que c'est eux. Bref, la société continuera de travailler, j'en suis sûr. Max Mamers, peut-être pas, il est octogénaire, il a peut-être envie de passer plus de week-ends d'hiver en face de la cheminée avec ses petits-enfants, je ne sais pas, je ne le connais pas. Y aura-t-il quelqu'un pour reprendre le flambeau? Après tout, Mamers a parlé d'interruption et pas d'arrêt définitif. Il a bien insisté là-dessus sur les derniers entretiens à la presse. Peut-être a-t-il simplement envie de passer le flambeau. Pas sûr que ça se fasse, les températures ne cessent d'augmenter. Si, éventuellement, comme moi, vous avez la chance de vivre depuis longtemps au pied des montagnes, vous remarquez année après année le recul du manteau neigeux. Les 24 heures Chamonix et donc cette année l'Andros se sont arrêtés à cause de ce manque de froid, de glace et de neige. Qui pourrait prétendre faire mieux à moins de balancer des produits givants, donc polluants, sur la piste? La DER des DER à Superbès, la fin janvier, montre une piste, peut-être verglacée, mais dans un champ. Il n'y avait pas le moindre flocon de neige au sol. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais cet hiver, les réseaux sociaux m'ont énormément parlé du Ice Challenge, qui, comme son nom l'indique, est l'équivalent italien de l'Andros. Tellement l'équivalent qu'il semble y avoir pas mal d'anciennes voitures thermiques de l'Andros qui y courent cette année, compte des voitures de rallye, des sprint cars de rallycross et quelques pilotes français qui font l'Andros en parallèle. J'ai l'impression que ça n'existe que depuis l'an dernier, alors est-ce que l'Ice Challenge peut être appelé à devenir international? J'ai du mal à le croire. Ça n'a déjà pas marché dans les années 70, ça demanderait une logistique monstrueuse pour les équipes et on ne pourrait pas s'appuyer sur les ancrages locaux qu'ont les séries nationales pour les sponsors et les partenaires commerciaux. Mais si ça venait à se développer, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Si ça passe pas loin de chez moi, j'aurais envie d'aller le voir. C'est sûr. Surtout que les Italiens sont connus pour faire rouler des voitures que nous ne voyons jamais en compétition. À quand une Lamborghini dans une course sur glace? Mais, me direz-vous, on est ici sur une chaîne prétendument consacrée aux voitures miniatures. Alors, qu'en est-il? Il y a une dizaine d'années maintenant, Majorette a été partenaire du trophée et en a profité pour sortir plusieurs modèles. Je vous en montre qu'un. Pour gagner du temps sur la vidéo, et accessoirement parce que j'ai cherché mais j'ai pas retrouvé dans quelle boîte étaient les autres. C'est une C2. Alors là, c'est simple, elle est issue du moule de la C2 de rallye de l'époque. Il a existé aussi une Mégane, un Duster, une Corolla, une Twingo, et même un camion. J'espère ne pas en avoir oublié. Si j'ai le temps, je les ressortirai l'an prochain pour continuer de faire vivre l'Andros, mais en miniature. Sur celle-ci, on a donc en décor, bon bah évidemment les grands sponsors, Valto, Majorette, Samsé, je sais pas ce que c'est, Pure Altitude. Sur le toit, on a un peu discret la boîte à outils. Je sais pas si vous arrivez à le voir parce que en fait même moi il a fallu que je regarde un petit peu. Et devant on a quand même Andros qui est marqué. Donc on peut imaginer que c'est une voiture de rallye quand on est gamin. Si on connaît pas l'Andros, ça passe aussi. La Mégane et les autres étaient issus d'un moule
totalement nouveau. La Corolla était certainement là parce que Alain Prost a couru dans une Corolla. Depuis l'an dernier, il existe une miniature officielle, l'Andros Sport, telle qu'elle roulait encore cette année, au 1.43. À la fois, c'est très bizarre de lancer une voiture, une miniature et des nouveaux goodies quand tu sais que ça s'arrête l'année d'après. Je comprends pas. Mais je suis content qu'il l'ait faite. Elle est importée du Bangladesh par Amixar. Il semblerait qu'elle soit issue d'une usine et d'un moule XO, si je ne me trompe pas, disponible uniquement à la boutique officielle sur les épreuves, et donc bientôt très diffusée sur eBay, puisqu'il faudra écouler les stocks. Je trouvais dommage qu'il n'existe aucune miniature de la version Sprint Car, l'Andros Car, la 3e version, le buggy carrossé en voiture de sport, parce qu'elle me paraît plus emblématique, et que j'aurais adoré avoir les deux. Sauf que celle que je vous montre, elle n'a pas été créée pour le trophée Andros. Bien qu'étant une exclusivité de la boutique officielle, elle vient en réalité d'une collection bien plus diffusée, les miniatures de Sébastien Loeb. Altaïa a sorti il y a quelques années une série de véhicules au 1.43 consacrée au Nonup, le champion du monde des rallyes, qui avait entre autres participé à la saison 2018-2019 avec l'Androsport verte. Celle vendue dans la boutique du trophée porte le nom de Franck Lagorce. C'est celui qui l'a développé, c'est le premier à l'avoir fait gagner devant les thermiques. C'est lui qui l'a piloté en 2022, date de sortie de cette miniature dans le camion boutique. Elle porte donc les décorations de 2022 et pas celles de 2019 qu'avait Loeb. Il y a une certaine cohérence à cela. Et après avoir dit tout cela, maintenant j'ai envie d'avoir celle de Loeb. C'est malin parce que je m'y étais pas intéressé quand elle était sortie à l'époque. Et comme d'habitude, elle était sortie en presse, mais imbattable au jeu du cache-cache, elle doit se vendre cher sur le web. J'espère vous avoir appris plein de trucs sur le trophée Andros, mais pas vous avoir donné l'envie trop forte d'y aller, parce que c'est trop tard, c'est terminé, hein, vous l'avez raté. Ça s'est terminé dans le Sancy, à Superbès. Si vous ne savez pas où c'est que vous habitez trop loin. Superbès, c'est donc là où s'est déroulée l'ultime course du trophée Andros. C'est la station de ski la plus proche du département corrézien des deux fondateurs de la série. Voilà. Je me note dans un coin de prévoir un trophée mini Andros l'an prochain pour continuer de faire vivre cette course qui m'a fait rêver adolescent. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo qui sera certainement plus consacrée aux petites voitures. Stéphane Fantasin de la montagne pour partir vers d'autres aventures.